Salut Dieu à cuire, et j'espère que vous allez hyper bien. Écoutez, moi ça va. Là, je reviens tout juste de Guyane. Ceux qui ont déjà vu quelques vidéos savent que ma grande passion en vacances, c'est d'aller dans la forêt chercher des animaux et notamment des serpents. Et c'est vrai que pour la Guyane, pour ça, c'est une destination vraiment de choix. Et écoutez, quand j'y suis allée, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et ben finalement, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Et du coup, en Guyane, forcément, on peut visiter les vestiges des bagnes. Et donc, du coup, je me suis un petit peu intéressée à l'histoire de ces bagnes, et c'est là que j'ai découvert, en fait, la terrible histoire des bagnardes, donc des transportés, les relégués, des femmes qui ont été exilées en Guyane, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, et qui ont vécu l'enfer. Vraiment. Elles ont été victimes d'une expérimentation qui a raté de tous les côtés, et en fait, j'en avais jamais entendu parler. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant justement de vous partager cette histoire désastreuse. C'est parti! Pendant la seconde moitié du 19e siècle, il y a à peu près en moyenne 3000 prisonnières dans la France hexagonale. Majoritairement, ce sont des femmes condamnées pour des petits délits, vol, du racolage, non pas par plaisir, mais pour la plupart causés par la nécessité. Et encore, pour certaines de ces malheureuses, la prison, ce n'est qu'une parenthèse de quelques mois, de quelques années. Encore pour certaines, ça va se transformer en une condamnation à mort. Bon, en 1885, en pleine Troisième République, il faut rétablir l'ordre. Me demandez pas pourquoi, ça c'était le leitmotiv du ministre René. D'ailleurs, Waldeck-Rousseau paraît le mauvais grain du bon grain. Et donc, en 1885, va être adoptée ce qu'on appelle la loi sur la relégation, qui va concerner les prisonnières et les prisonniers. C'est simple, c'est une loi contre la récidive. Si vous étiez récidiviste, un délit aussi anodin que, je vous jure, voler une baguette de pain, sur décision des magistrats, vous pourriez être exilé en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane, au lieu de finir votre peine en prison. Bien sûr, on ne vous laissait pas le choix. Et là, cette loi, déjà à l'époque, elle va paraître un petit peu anachronique. Il va y avoir une très forte opposition. Les magistrats vont être très frileux et hésitants. Il faut savoir que la Guyane, à l'époque, on l'a surnommée la guillotine sèche. Parce qu'en fait, là, cette volonté d'envoyer des métropolitains de force en Nouvelle-Calédonie et en Guyane, c'était pas nouveau. Ça avait déjà été tenté 30 ans auparavant, et ça avait été un échec. En effet, en 1854, Napoléon III s'était inspiré de ce qui se faisait en Grande-Bretagne. Vous savez, la Grande-Bretagne avait déjà son empire colonial, mais cet empire était à certains endroits un petit peu vide. C'était notamment le cas de l'Australie. Et donc, la Grande-Bretagne va envoyer ses prisonniers peupler l'Australie. Et ça a plutôt bien marché. Et Napoléon va se dire, faisons la même chose avec nos bagnards et nos bagnardes de Toulon, de Brest, et envoyons-les en Guyane, pour peupler la Guyane. Alors, on va laisser le choix à ces transportés. On va leur dire, soit vous purgez votre peine en France, soit vous allez en Guyane, et en gros, on vous verse un lopin de terre, et vous vous mariez, et voilà, un aménagement de peine et tout. En plus, à l'esprit qu'à l'époque, la géographie, c'était pas ça. Vous disiez à la personne dans la rue, c'est quoi la Guyane, c'est où la Guyane? Et il y a de grandes chances qu'ils vous regardent avec des grands yeux, et que ces gens n'étaient pas vraiment très informés de la réalité du terrain. Mais bon, écoutez, ils vont trouver quand même des désespérés, et en 1859, 36 femmes vont quitter Brest, être mises dans un bateau, et être envoyées donc à Saint-Laurent-du-Maroni. Et là, c'est le choc. Clairement, elles s'attendaient pas à ça, je pense. Déjà, il n'y avait rien pour les accueillir. Donc, elles vont être logées dans un couvent avec les sœurs de Saint-Laurent. Et là, ça va être dur. Ah, une petite précision d'ailleurs. Là, je parle des femmes européennes, mais dès 1852, des femmes d'outre-mer, donc des Guadeloupéennes et Martiniquaises, avaient servi un petit peu de crash test, on va dire, et avaient déjà commencé à être envoyées en Guyane. Déjà, pour aller en Guyane, aujourd'hui, il faut son vaccin contre la fièvre jaune. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, autant dire que l'épidémie, c'est légion. Le climat, ces femmes, elles venaient de Normandie, de Bretagne, le climat tropical, là, avec en moyenne 30 degrés d'humidité dans
l'année avec une humidité folle, elles connaissent pas. La nourriture est rare également. Je dis, ces femmes, rien n'a été fait en fait pour leur arrivée. Dites-vous que l'âge moyen de ces femmes, c'était 28 ans. L'âge moyen de leur mort, 38. Donc en fait, une fois arrivées en Guyane, elles avaient une espérance de vie de 10 ans. Bon, après, soyons honnêtes, contrairement aux relégués là, de 1885, dont on va revenir dessus, les transportés, c'était pas des enfants de cœur, c'était pas des femmes gentilles. La moitié d'entre elles avaient été condamnées pour infanticide. Et j'ai même vu là, en voyant des textes sur le sujet, le cas d'une Marie Gros qui avait été condamnée pour, c'est dégueulasse, complicité de viol, sur sa petite fille de 6 ans. Bon, est-ce qu'on va vraiment pleurer sur ces femmes ? Non. Bon, à Paris, on voit très bien que ces femmes, qu'elles le méritent ou non, elles meurent comme des mouches. Et dès 67, on va arrêter de les envoyer en Guyane. Et grosso modo, ce seront surtout des opposants politiques qui vont être envoyés au bagne, notamment Louise Michel. Alors, Louise Michel, on ne la présente plus, bien sûr, cette héroïne de la Commune. Alors, je suis partagée sur la Commune. Je leur en veux quand même d'avoir détruit les Tuileries et d'avoir saccagé beaucoup de patrimoine parisien. Après, c'est vrai que certaines de leurs idées étaient pas dégueulasses, notamment en matière de droits des femmes. Et c'est vrai que Louise Michel, c'est une femme incroyable, une institutrice, donc énormément de culture générale, passionnée de tout. Du coup, elle va être envoyée en Nouvelle-Calédonie, condamnée à 10 ans de bagne, justement après la Commune. Un procès, mais par contre totalement bâclé. Alors vraiment, les magistrats, ils étaient énervés contre elle, pour ce qu'elle avait fait, mais aussi pour sa personne. On va par exemple la qualifier pendant le procès d'homme d'une extrême dureté, parce qu'en fait, elle n'avait pas des comportements féminins, Louise Michel. On va aussi la qualifier de louve, assoiffée de sang. Non, vraiment, il y avait un beau cocktail de misogynie lors de ce procès. Et donc, elle va être envoyée en Nouvelle-Calédonie. Écoutez, elle va essayer de valoriser cette expérience. C'était pas le genre de personne à déprimer. Donc, du coup, elle va reprendre son rôle d'institutrice. On va l'autoriser à être institutrice. Elle va aussi se passionner pour les animaux. Elle a toujours aimé les animaux, Louise Michel. Une des raisons pour laquelle je l'aime bien. Elle va recueillir des animaux. Elle va se passionner pour la botanique, mais également pour l'ethnologie. Elle va être une des premières à s'intéresser vraiment à la culture kanak. Donc elle va essayer d'écrire et tout sur la culture kanak. Elle va parler aux Kanaks, les traiter comme des vrais gens. Dit comme ça paraît normal. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans les années 1870 quand même, puisqu'elle va demeurer au bagne de 73 à 80. D'ailleurs, on lui avait permis de sortir plus tôt, mais elle a refusé. Elle a dit que si ses camarades faisaient toute leur peine, elle aussi, elle allait faire toute sa peine. Mais du coup, elle va rentrer en France. Et elle va écrire sur les conditions de vie au bagne. Et bien sûr, elle va décrire les conditions de vie horribles. Donc déjà, dans les années 1880, le milieu au moins intellectuel, il est un peu remonté contre le bagne. Vous voyez, donc c'est vrai que cette loi de 1885, elle est un petit peu sortie de nulle part, en fait. Surtout que je vous l'ai dit, la loi de relégation de 1885, elle ne vise pas, contrairement à celle sur la transportation de Napoléon III, des grandes criminelles. 96% des femmes qui ont été envoyées en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la relégation, c'était des femmes qui avaient été jugées en correctionnel. C'était des femmes du peuple, mais auxquelles tout le monde pouvait s'identifier, en fait. Donc voilà, c'est vrai que le destin de ces femmes, elle touche, et surtout ce destin, il est disproportionné, en fait. Gardez bien à l'esprit. Déjà, c'est cher aujourd'hui, un Paris-Cayenne. Là, j'ai pris Air Caraïbes et j'étais choquée par les prix. Mais pour la majorité de ces fans qui viennent du caniveau, là, c'était un voyage sans retour. Parce que, ok, on les envoyait à Cayenne, Nouvelle-Calédonie, à Saint-Laurent-du-Maroni. Quand bien même, c'est bon, elles, entre guillemets, purgeaient leurs dettes et tout. Mais elles pouvaient pas rentrer en métropole, elles avaient pas l'argent. Donc, ces mères célibataires, ces femmes qui avaient peut-être des parents âgés à charge, en fait, elles étaient condamnées à ne plus jamais revoir leur famille. Combien de ces femmes qui avaient des enfants sont retrouvées séparées des enfants ? Les enfants ont été placés à l'orphelinat. Du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles et jusqu'à votre mort, vous vous demandez, mais en fait, mes enfants, ils sont devenus quoi ? Surtout qu'à l'époque, les orphelinats, merci quoi. Pareil, elles avaient des parents placés à l'hospice, jamais elles ont... Je suis sûre que la plupart n'ont jamais, même jusqu'à leur mort, su si leur enfant avait survécu ou non, quoi. Mais vous imaginez la détresse psychologique ? C'est fou. Et donc c'est vrai que les magistrats vont être assez frileux. Normalement, théoriquement,
1700 femmes auraient pu être envoyées en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Dans les faits, en Guyane, il n'y en aura que 519. Parce que les magistrats, ils culpabilisaient. Même eux, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'était des peines totalement disproportionnées. Et ils vont essayer, pour certains, d'éviter ça aux inculpés. Donc du coup, vous imaginez bien que pour ces 519 malheureuses, la vie va être dure. Donc en fait, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé là en 30 ans. On avait promis à ces femmes la possibilité de pouvoir démarrer une nouvelle vie en Guyane, d'échapper à la prison. Mais en fait, elles vont rester en prison. Elles vont être confiées aux sœurs. Et là, leur vie, horrible, enfermées. Alors que les détenus, les bagnards hommes, eux, ils sortaient, ils faisaient des travaux à l'extérieur et tout. Elle restait confinée à faire des travaux de couture et à prier. Dans la promiscuité. J'aurais dormi dans des carbets, donc en fait, ces sortes de bâtiments sans murs, les unes sur les autres et tout. Et puis surtout, elles n'avaient aucune liberté. Elles devaient rester en silence. C'est les bonnes sœurs, en fait, qui avaient tout le pouvoir. Le mariage, là encore, en fait, pour trouver un mari, elles avaient droit à une promenade le dimanche, encadrée par les bonnes sœurs. Et quand un homme, entre guillemets, repérait une fille qui lui plaisait, il allait voir la mère supérieure, et c'est la mère supérieure qui décidait si oui ou non un tel pouvait se marier. Et seules les femmes dociles pouvaient se marier, celles qui avaient trop de personnalité, non, on voulait pas. Du coup, le mariage, c'est la seule échappatoire. Mais là encore, imaginez, elles rencontraient leur mari lors d'une promenade, elles ne pouvaient même pas lui parler, c'était eux-mêmes souvent d'anciens bagnards. Ils se mariaient, ils ont reçu une concession, et là, la déception, puisqu'en fait, les terres n'étaient pas du tout fertiles. Donc en Nouvelle-Calédonie, ouais, là, ça marchait bien l'agriculture, mais en Guyane, pas du tout. En plus, pour beaucoup, c'était des citadins, ils savaient même pas comment cultiver la terre. Et donc, du coup, ces ménages, ils étaient pauvres. On pouvait pas avoir une famille et vivre de l'agriculture d'une concession. En plus, il va y avoir des abus. Il va y avoir des abus parce qu'il faut savoir que les maris avaient le droit de renvoyer leurs femmes en couvent pour une durée qui leur plaisait. Genre, s'ils trouvaient que leur femme les avait énervées et tout, ils la renvoyaient au couvent pendant 1 mois, et ensuite ils la récupéraient. Donc bien sûr, les femmes, ça les traumatisait. On a eu d'ailleurs des cas de violence conjugale, malheureusement aussi. Certaines femmes préféraient encore retourner au couvent et subir les abus des religieuses, plutôt que les abus de leur mari. Et en plus, ça va être un échec au niveau de la natalité. Parce qu'en fait, l'âge de ces femmes était un peu plus élevé que celle des transportées, c'était 38 ans, mais c'était des femmes pauvres qui pour beaucoup avaient subi des avortements dans les conditions que c'était à l'époque. Donc beaucoup étaient devenus stériles en fait, à force d'avoir été charcutées là avec des outils pas désinfectés, dans des conditions sanitaires déplorables. Et puis le taux de mortalité infantile était très élevé. Et encore en Nouvelle-Calédonie ça a bien marché. Non, en Guyane, ça n'a pas marché. Après, avoir des enfants, c'était pas forcément une bénédiction. Là, on se décale un peu à la Nouvelle-Calédonie. Je connais un petit peu moins l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Mais j'ai vu que les couples qui avaient des enfants, les autorités françaises voulaient pas que ces enfants soient élevés dans des familles de bagnards, de criminels. Et donc, beaucoup de ces enfants vont être enlevés à leur famille et placés dans des orphelinats ou des institutions pour être élevés entre guillemets comme des bons Français. Aujourd'hui, on sait que c'est rarement dans l'histoire, ça s'est rarement bien passé quand on a enlevé des enfants à leur famille pour les déraciner culturellement et pour les placer dans des pensionnats. Bref, au bout d'un moment, Paris va se rendre compte qu'une bêtise a été faite, que effectivement, peut-être condamner à mort ou au bannissement à vie une femme qui avait volé 1 ou 2 jupons, c'était un petit peu excessif. Donc en 1907, ils auront quand même pris leur temps. La relégation va être de facto abandonnée, du moins pour les femmes. Et l'arrêt va être entériné en 1914. En 1905, quand même, le ministre de la Justice va dire que oui, la relégation a peut-être été effectivement un événement malheureux dans l'histoire de la justice. Mais bon, il n'y a pas eu de réparation ou de compensation pour les femmes qui ont été reléguées. Et donc finalement, il y aura eu 394 femmes transportées en Guyane, 519 reléguées en Guyane. Alors en soi, on est d'accord, c'est pas énorme. Sur les 70 000 bagnards qui ont été envoyés en 100 ans en Guyane, de 1852 jusque milieu du XXe siècle en France à peu près, c'est une goutte d'eau. Mais en fait, ce qui choque, c'est que effectivement l'entorse au droit commun, que
pour avoir volé 1 ou 2 quignons de pain pour ta famille, tu pouvais te retrouver avec ta vie détruite. C'est vrai que c'est triste. Tout ça pour ensuite être dans un territoire qui ne veut pas de vous, pour finir sur la coupe d'un mari violent dans la pauvreté, mais au secours. Donc même si effectivement il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont été victimes de ça, ben c'était 500 plus, ouais, c'était en gros 900 femmes en trop en fait. Donc voilà, alors je me suis servi d'un reportage qui était passé sur France O à l'époque et qu'on peut trouver sur YouTube, vraiment très très bien. Je vous le mets en barre de description, c'est un reportage d'1 heure et vraiment il est très bien. Allez le voir. Et bah ouais, non, la Guyane, alors j'ai réussi à trouver 5 espèces de serpents par moi-même, donc je suis assez contente. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas des serpents partout, hein. J'ai vu bien d'autres types d'animaux, et non, vraiment, super destination, les Guyanais étaient très 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 gentils. Franchement, je me suis pas sentie en ma sécurité, et pourtant j'allais de nuit me promener seule dans la forêt et tout. J'ai laissé mes affaires même dans le coffre de ma voiture et tout, ça a pas été fracturé, j'aurais pas tenté ça partout, hein. Et ben là, je me sentais assez en confiance quand même. Donc ouais, non, une destination vraiment sous-cotée et j'espère qu'elle va se développer quand même parce que c'est un patrimoine à protéger, quoi. Parce que pour les gens, déjà, le taux de pauvreté, pour la nature, parce que soyons honnêtes, dans la société où on est, pour protéger la nature et les animaux, il faut qu'il y ait du prix. Et aujourd'hui, la Guyane, en fait, personne n'y fait attention. Et donc, c'est vrai qu'il y a trop d'abus. Par exemple, le barrage de Petit Saut, mais c'est horrible. En gros, EDF a créé un barrage en 94. Catastrophe, des milliers de forêts d'hectares de forêts primaires ont été détruits. La nature est revenue, parce que la nature est résiliente. Aujourd'hui, c'est devenu une réserve de biodiversité. Il y a des loutres, il y a des jaguars, il y a des oiseaux. Et vous savez ce que fait EDF, en toute discrétion ? Bah finalement, ils continuent de déforester joyeusement, avec le soutien de l'État. Et donc, il y a les biologistes qui sont en train de se battre et tout, mais comme c'est en Guyane, tout le monde s'en fout. Non, ça va pas, vraiment. Et peut-être que le jour où les touristes, les journalistes et tout viendront un petit peu plus visiter le département, les entreprises et tout ça seront peut-être un petit peu plus responsables et feront peut-être un petit peu plus attention à ce qu'ils font. Parce que là, il y a vraiment trop d'abus. Vraiment. Niveau environnement, j'avoue, il y a des abus. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc ouais. J'espère que vous avez apprécié cette histoire un peu triste, mais importante à connaître. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres vidéos. Salut!